Cet épisode s'adresse aux sexologues, sexothérapeutes et surtout les futurs sexos dans ces formations de la sexologie. Depuis l'après-Covid, je vois une vague de personnes de tout horizon se former à la sexologie, me demandant conseils, des recommandations, des formations à suivre, de l'aide pour le démarrage dans cette pratique de la sexologie. Donc je me suis dit qu'il était enfin temps de vous faire un état des lieux de la sexologie en France grâce à la plus grande étude jamais réalisée sur les sexologues, sexothérapeutes et ce métier qu'on aime tant. Bienvenue Nicolas, je suis très contente de t'accueillir. Mais merci de m'avoir invité. En 2024, tu lances un sondage avec comme objectif de faire une photo, un état des lieux de la famille, de la sexo en France métropolitaine et dans les dom-toms. Tu voulais mieux comprendre la réalité du terrain de notre métier, les enjeux, les cursus, le titre, etc. Pourquoi c'était important pour toi de le faire à ce moment précis? Alors à ce moment précis, moi si j'avais pu, je l'aurais fait plus tôt, mais c'est un cheminement. L'histoire, elle commence à la fin de l'année 2021, où je suis diplômé du DU de sexo, et j'ai une collègue de promo qui me dit: «Qu'est-ce que tu vas faire avec ce diplôme?» Et je lui dis: «J'avais un rêve, c'est consulter, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué.» Et cette collègue, elle est sage-femme et sexologue. Et je lui dis: «Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?» Elle me dit: «Ben moi, j'aimerais bien faire de la thérapie de couple.» Je dis: «Ben moi aussi, c'est intéressant. On n'est pas du tout dans le même département, donc on va pas faire de concurrence, donc on commence à échanger.» Elle me dit: «Mais moi, je pourrais pas en faire parce que je suis sage-femme.» Je dis: «Mais comment ça, tu peux pas faire de thérapie de couple si tu es sage-femme?» Elle me dit: «Ben, je n'ai le droit de voir que des femmes.» Je dis: «C'est une blague? Tu viens de te taper 3 ans de cursus où on a fait la moitié du temps d'études sur la sexologie, enfin la sexo masculine, et l'autre moitié sur la sexo féminine. Donc pourquoi tu pourrais pas voir d'homme?» Elle m'a dit: «C'est la règle en France, je dépends de règles ordinales.» Donc je commence à creuser le sujet. Je discute avec d'autres sages-femmes et je leur pose la question, qui me disent: «Oui, oui, en effet, on n'a pas le droit de voir d'hommes», ou dans un cadre hyper précis: vaccination et bébé, arrêt du tabac et bébé, prévention MST et bébé, enfin des choses comme ça. Et je dis: «Mais c'est hyper réducteur, c'est quand même dommage.» Je discute avec des collègues qui sont infirmières et sexos et qui me disent également que, en fait, pour exercer, ça va être très compliqué parce qu'il faut 2 cabinets, 2 lignes téléphoniques dans 2 communes différentes. Donc j'interroge tous les ordres à ce moment-là. J'interroge l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, des kinés, des sages-femmes, et je commence à obtenir des réponses. Tout ça, ça prend beaucoup de temps parce que quand on interroge un ordre, il y a un temps de latence assez long. On pond un premier, enfin je dis on parce qu'on était plusieurs à travailler sur ce sujet, à se poser des questions. On pond un premier document en 2022, au début de l'année 2022, et on le met sur les réseaux en disant: bon voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est étonnant, c'est qu'a priori, il y a des gens qui vont être en difficulté pour pouvoir exercer par la suite. On interroge les instances françaises qui nous disent: oui, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de titre, c'est un peu, on y travaille, tout ça est un peu long, mais on est sur le dossier. Bon, je m'aperçois qu'en les interrogeant, en fait, il n'y a pas de dossier, il y a une idée qui est jolie, mais c'est un vœu pieux sur lequel personne ne travaille vraiment. Et je me dis, quand même, il y a un truc à... Enfin, on va voir ce que ça donne. Je vais lancer un premier sondage en ligne. C'est le printemps 2022, si je dis pas de bêtises. Une bouteille à la mer, en me posant 3 questions. Qui vous êtes? Quelle année vous êtes formé? Et est-ce que vous voulez que les choses changent en sexo? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vous diriger vers un titre, en fait? Parce qu'il n'y a, Mmh. parce qu'il y a pas de titre en France. Alors, il n'y a pas de titre en France, mais il y a des titres partout, enfin, nulle part en Europe, hein, ou quasiment dans le Ouais. monde. On Il y a... reviendra justement Ouais. là-dessus, hein, sur, les 3 grandes thématiques justement qui vont ressortir, du sondage et on reviendra sur les chiffres, mais c'est évidemment le titre des sexos et de leur formation, le salaire, Oui. combien on gagne dans ce métier et le nouveau visage qui se dessine, justement, depuis ces dernières années. C'est ça. Et donc, printemps 2022, je poste ça sur les réseaux, une bouteille à la mer. Au bout d'une semaine, il y a 150 personnes qui ont signé ce document. Au bout de un mois, il y a 300 ou 400 personnes. Je dis, bon, il se passe quelque chose. Donc là, je me mets à être un petit peu plus actif sur les réseaux. Donc du coup, il y a plus de personnes qui... on arrive à 750 personnes. Alors, Quand même. j'essaye, au plus que je le peux, de ne parler que de ce que je connais. Donc, je ne m'étais intéressé à ce moment-là qu'aux gens qui sortaient du DU de sexo, ne sachant pas trop qui pouvait se former où et comment ailleurs. OK, Donc à donc ce là, c'était moment-là, vraiment, pas que les sages-femmes, là, tu envoyais vraiment ouais, toutes les personnes qui exactement, étaient formées en DU sexo. exactement. OK. Et donc avec la question sous-jacente était: est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence à travailler sur cette idée du titre? Est-ce que vous y trouvez une valeur ajoutée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassurerait dans votre exercice? Et là, donc, on a à peu près 800 personnes qui nous disent: oui, il faut travailler là-dessus, il faut le faire. Je dis, bon, il y a un truc à faire, donc je me rapproche encore plus des instances. Je capte le 06 de tous les présidents d'associations en France. J'essaye d'échanger avec eux.
Ils voient qu'il y a un truc qui est en train de se passer, donc ils essaient de s'en emparer un peu aussi, parce qu'il y a une énergie qui est en train de se créer, donc ils se disent, bon, si on peut surfer un peu sur la vague, ça peut être pas mal. Mais finalement, ce truc s'essouffle un petit peu, donc je me dis, bon, ça va pas, faut passer. On va essayer de faire différemment. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un patient qui venait te voir et qui te mettait dans une situation que tu n'as jamais su, à laquelle tu n'as jamais su répondre? Moi, je me dis, une anamnèse. Donc je me dis, il faut faire une étude sur qui bosse en France, parce que tu entends un peu tout et n'importe quoi. Mmh. Tu entends, il y a des dossiers un peu brûlants là qui passent depuis quelques années sur des sexologues qui abusent de leurs patients ou de leurs patientes, donc très critiquable bien évidemment, mais qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce que c'est 0,1%? Est-ce que c'est 50% Mmh. des sexologues? Comment les sexologues sont formés? À quelle formation? Pendant combien de temps? Avec qui? Comment? Qu'est-ce qu'ils font derrière? Dans quel département ils exercent? De quelle façon? En fait, on n'a aucune donnée. Je lis toutes les études de Gianni, qui sont super intéressantes et qui démontrent que dans les années, au début des années 2000, il y avait essentiellement des médecins qui étaient sexologues en France, et que depuis, ben, ça s'est complètement modifié. À l'époque, il y avait beaucoup d'hommes médecins plutôt âgés, et aujourd'hui, c'est plutôt des jeunes, enfin des femmes beaucoup plus jeunes, et avec d'autres formations, notamment psychologues, infirmières, ou des formations qui ne sont pas issues du secteur de la santé ou du social. Et Donc je me dis, ouais, on reviendra justement comme tu parlais, des femmes aussi, de ce que ça peut impliquer en tant que femme d'exercer, en tant que sexologue parce que oui, ça aussi, il y a beaucoup de choses à dire aussi, absolument. derrière, ces craintes et ces inquiétudes. Mmh. Absolument. Et donc, bah, je parle avec quelques sexologues toulousaines et je leur dis, bon voilà, moi je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut lancer cette étude parce que personne ne la fera, hein. C'est très coûtant en temps, en énergie, en argent, donc les gens vont pas se jeter dessus. Et je dis, moi je veux bien manager un peu le truc, mais il faut qu'on crée une association et il faut qu'on ait un bureau et que ce bureau porte cette enquête. Et donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc Mmh. fin 2023, on crée l'asso. Et début 2024, on commence à travailler. Enfin, le questionnaire était déjà bien travaillé. On l'envoie à enfin quasiment tous les présidents et présidentes d'assaut en France qui vont nous faire un petit retour. D'autres personnes qui sont dans le milieu de la recherche ou de la méthodologie et qui nous donnent des corrections à réaliser sur ce document. Et ensuite, on lance ça sur les réseaux et on s'attendait absolument pas à avoir quasiment 1300 réponses. Voilà. Et oui, près de 1000 personnes, donc là, ont Oui, participé à cette enquête, celle qu'on est en train de parler, là, la plus récente. oui, 85 de femmes, oui, 15 d'hommes, l'âge moyen 44 ans, oui, avec 25 des personnes qui sont encore en formation et seront diplômées en 2024. Donc là, on enregistre en 2026, donc oui, normalement, c'est des personnes formées. 83 des participants sont diplômés depuis 2015. Donc tu avais surtout des jeunes sexologues oui. et tu te demandais d'ailleurs où sont les sexologues expérimentés. Déjà, rien que sur ça, effectivement, pourquoi il n'y a pas plus de réponses? Parce qu'on sait qu'il y a quand même aussi des sexologues qui sont là depuis plusieurs nombreuses années. Peut-être ils ne sont pas sur les réseaux, peut-être qu'ils n'ont pas vu, peut-être qu'ils n'osent pas répondre. Quelle est déjà toi ton hypothèse C'est là-dessus? un biais de recrutement. Toutes les enquêtes en ligne, c'est un questionnaire auto-administré, donc c'est des gens qui vont décider de participer à l'enquête, ils ne sont pas du tout obligés de le faire. Donc on l'a envoyé à tout le monde, hein. Moi je l'ai envoyé à tous mes enseignants, y compris ceux qui avaient 75 ou 80 ans, ou des anciens enseignants. Et puis après, c'est la bonne volonté de tous, c'est-à-dire que c'est plus facile de participer à un programme dans lequel quelqu'un vient te taper sur l'épaule et te dire hey, j'ai fait ça, c'est super, vas-y, fais-le. Donc ça, c'est entre promos. Oui. C'est facile de faire ça. Après, quand tu es sexo et que tu as 65 ou 70 ans, j'imagine que ton tissu social professionnel, il est développé, mais tu vas pas créer un fil WhatsApp pour dire, bon voilà, il y a un type au fin fond de la France là, qui fait un truc sur les sexologues, vas-y, participe, on en a besoin. Ceci dit, je le précise parce qu'on a quand même un pourcentage non négligeable En tout cas, on a des témoignages de gens qui ont commencé à travailler dans les années 70. Donc, c'est les tout premiers sexologues. C'est-à-dire, ça, Super c'est des intéressant. personnes, il n'existait absolument rien du tout avant eux. C'est les Ah dinosaures. bah, c'est Et des les témoignages dinosaures. sont, voilà, et ces témoignages sont hyper intéressants parce que il a fallu essuyer des plâtres de choses qui aujourd'hui pourraient paraître quand même très compliquées à traverser parce que Comme quoi, quand par on exemple? parler de sexualité dans les années 70 en France, c'était pas Instagram quoi. Il faut revenir, il faut recontextualiser les choses. Effectivement. Parler de Comment sexe dans trouver les sa clientèle dans les années mais pas 70? que. Mmh. Mais pas que. Comment ne pas passer pour un fou ou une folle? Parce qu'on va Mmh. Ou proposer à pervers? des gens, Mmh. un pervers exactement, Mmh. parce qu'on va proposer à des gens de les accompagner sur un thème complètement tabou, parce que dans les années 70, on ne parle pas de sexualité au JT, hein, c'est pas vrai, hein. Mmh. Il n'y a pas Gilbert Boujaoudé qui vous fait une vidéo sur YouTube tous les jours. Ça Mmh. n'existait pas tout ça. Donc quand on recontextualise, on se dit que ces gens-là ont fait quand même beaucoup pour la sexo,
C'est essentiellement des gens qui ont tous réussi par la suite, mais pendant 10 ans, ils ont galéré parce qu'ils avaient personne, hein, ils avaient pas beaucoup de patience, c'était tabou, c'était secret, enfin bon voilà. Les autres personnes qui étaient de leur milieu, c'est-à-dire parce qu'il y avait beaucoup de médecins, les regardaient quand même très étrangement. Les gens qui les contrôlaient, c'est-à-dire l'ordre des médecins, les regardaient encore plus étrangement en se disant mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin pourquoi la gynéco, l'urologie, ça suffit. On n'a pas à aller plus loin que ça. Le plaisir, on en parlera plus tard. Est-ce que c'est vraiment notre mission en fait? Donc, ces gens-là ont fait des choses très belles et donc leurs témoignages sont hyper intéressants. Moi, j'ai eu des sexos au téléphone pendant, ou même je les ai rencontrés, avec qui j'ai échangé pendant de nombreuses heures sur qu'est-ce que c'était que la sexo dans les années 70-80. Ah, C'était, c'est j'adorerais super avoir ça sur le intéressant. podcast. Ah, Ouais, ouais, c'est ouais, super pour intéressant échanger. parce que tu t'aperçois que les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas simple, mais à l'époque, c'était très très compliqué. Donc, J'imagine. certes, il y a un biais de sélection dans cette étude parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé. Pourquoi il y a beaucoup d'étudiants? Tout simplement Parce parce qu'on qu'on est forme énormément de sexologues actuellement en France. oui, Il y a 150 cursus qui existent. Enfin, il y a une centaine de cursus sur 150 centres de formation. Donc, on en sort tous les jours. Pourquoi autant? Je ne sais pas, il faudra peut-être se poser la question. Moi, j'avais commencé une ligne de suivi sur LinkedIn où tu tapes dans la barre de recherche France sexologue. Les chiffres explosent tous les mois. C'est plus 40, 50, 60, 70 personnes par mois. ouais. C'est colossal. Et du coup, ça on en vient là au premier à la première grande thématique qui est un peu la jungle du Oui, titre et un peu cette quête de légitimité parce que comme tu disais, le titre, est-ce que ça rassure ou pas? Parce que, bah, chaque fois quand il y a des nouveaux sexos, quelle formation il faut que je fasse? Plutôt universitaire? Plutôt privée? Je veux être sûre que je fasse une formation où, quand ça va être réglementé, bah, je peux quand même exercer et ça, c'était aussi, ma crainte et c'est pour ça que je suis allée, vers un cursus universitaire. Mais du coup, déjà par rapport à ton enquête, quel est un peu l'état des lieux? Qui sont, les sexologues? Est-ce qu'ils ont plusieurs casquettes? Est-ce qu'ils ont eu d'autres professions avant? Quel est un petit peu, leur bagage en termes, d'expérience, mais aussi, leur formation? alors, on a deux groupes très clairement identifiés. On a grosso modo la moitié des sexologues qui ont répondu à l'enquête, qui sont issus de formations du secteur de la santé. Donc là-dedans, il y a des infirmières, des psychologues, des médecins, des sages-femmes, quelques kinés. Et ensuite, on a tout un autre pan de personnes qui ne sont pas forcément issues du secteur de la santé. Alors, il y a des gens qui sont issus du secteur du social, et ensuite, il y a un gros groupe de gens qui n'ont aucune formation antérieure dans la santé ou enfin, dans le sanitaire ou dans le social. Donc, ça, c'est les groupes qu'on peut identifier. Comme tu le disais, donc il y a majoritairement des femmes, 85%, elles sont souvent plutôt jeunes, puisque la moyenne d'âge est à 45 ans. Ce que l'on voit, enfin, l'état des lieux d'aujourd'hui, il est intéressant, mais je pense qu'il faut le mettre également en comparaison avec ce que c'était il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Oui, Donc, vraiment, ce que l'on voit apparaître, c'est l'ultra-féminisation de la profession. Ça, c'est un truc qui est criant. Le rajeunissement de la population, des gens qui exercent, et la diversité la diversité des cursus antérieurs à la sexo. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à noter dans notre étude et qui se confirment parce que ça avait été déjà lancé un peu par Alain Giamy il y a 6 ou 7 ans maintenant. Ensuite, ce qu'on a vraiment mis en évidence, c'est ça, quoi, c'est la diversité des cursus. L'hétérogénéité, enfin, la diversité des pratiques, c'est une richesse. Il ne faut pas se le cacher. Mais quand ça devient trop diversifié, je considère que ça devient le cirque et que ça devient potentiellement dangereux. Donc il faut y faire attention. Et je pense que là, comme il n'y a pas de titre en France et que ça n'est pas près d'arriver, parce qu'à mon avis, il n'y a pas un seul groupe de travail en France sérieux qui s'attaque à ce sujet. Et il y avait, moi j'ai fait une présentation il y a maintenant quasiment 2 ans, puisque c'était en mars 2024, devant 500 personnes. Et une personne que je vais pas nommer parce que j'ai pas envie de l'incriminer, parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et ce serait dommage de le tacler, a dit on commence à travailler sérieusement sur le titre et on suit les étapes qu'on nous a demandées via France Compétences et on a bon espoir que dans un an et demi, il y ait un titre. Bon, voilà, on est 2 ans après, il n'y a pas de titre et à mon avis, c'est pas près d'arriver. ouais. Pour plein de Et là, raisons. par rapport au titre aussi, quand je faisais ma formation, donc moi je l'ai faite, du coup en Belgique, donc c'était, en 2019. On Hmm. parlait de: «Oui, oui, le titre il arrive bientôt». Donc nous on se disait: «Bon, bah, dans les 2 ans». Bon, Oui, il eh y a bien non. toujours pas de titre. Non, Alors, la Belgique, c'est pareil. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de titre en Belgique. non. Il y a une reconnaissance de la formation des sexologues, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à coucher dans la loi que, en Oui, effet, il y avait deux, trois grands cursus qui étaient reconnus, mais il n'y a pas oui. de titre. Et il y a Oui une et guerre.
Parce que ça, moi, je peux le dire, parce que j'ai discuté à la fois avec des médecins et à la fois avec des psychologues belges, parce que c'est vrai qu'en France, on va nommer la plupart du temps deux grands exemples vers lesquels on souhaite se tourner un peu comme un rêve pour la sexologie. C'est un, la Belgique, parce que c'est à côté, et qu'ils ont fait de très très belles choses en sexo, il faut le dire, mais il y a des qui Et fonctionnent moins ils sont bien. un peu ils avancent, effectivement la France suit Exactement, plutôt, la Belgique. Ils ont exactement, été les premiers quand même à faire en sorte que les mutuelles, puissent absolument, rembourser certaines tout à enfin les fait. consultations sexo et maintenant en France, hein, moi ma mutuelle, elle rembourse la Ouais, ouais. thérapie de couple et la sexo. Mais vas-y. Et ensuite, le deuxième exemple sacré, c'est le Canada, vers lequel on ne pourra pas aller pour plein de raisons, essentiellement structurelles. Et puis, enfin, même si on se penchait sur le sujet demain, je pense qu'il faudrait au moins 15 ans. Donc, est-ce que la sexo peut encore attendre 15 ans? Moi, je pense que non, mais peut-être que je me trompe. Et je serais très content d'avoir tort. Ça voudrait dire que les choses ne vont pas si mal. Et qu'elles Donc, avancent plutôt ouais, qu'elles rapidement. sont plutôt bien, mais Mmh. pour l'instant, moi, je pense qu'on patine un peu dans la choucroute. Mais bon, ça n'est que mon avis. Donc, l'exemple belge, ben, malheureusement, on peut le dire, hein, il y a un exemple à ne pas suivre, c'est la guerre que se font les représentants des psychologues et les représentants des médecins en Belgique, qui ne lâchent rien pour que l'un et l'autre puissent avoir demain un titre de sexologue. Mmh. Parce qu'il y a encore un peu cet esprit de guerre de clochers. C'est quelque chose que je crains et que je redoute pour la France, parce que je pense que les guerres de clochers sont aussi élevées, Ça se voire voit, probablement plus. oui. Voilà, et que même avec de bonnes intentions, alors je vais quand même préciser quelque chose parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup étonné à la fois dans mon cursus et puis par la suite quand j'ai commencé à exercer. Et là, on parle de choses, tu vois, qui sont on dit très fort des choses que beaucoup pensent, tout bas Oui, aussi, donc c'est assez ah oui, polémique là ce qu'on est en train de dire absolument, c'est et on complètement dit les polémique, mots. hein. Ouais. C'est complètement polémique et là je m'exprime pas en fonction, enfin, au nom de l'Observatoire, c'est Nicolas Sesson qui parle donc j'assume complètement. Euh, Moi, il y a encore 4 5 ans, quand je rencontrais un sexologue, je lui disais qu'est-ce que tu fais? Sous-entendu, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as une formation médicale, paramédicale, psychologue, autre, hein, d'où tu viens? Je ne pose plus la question aujourd'hui. Ça ne me pose, j'ai pas de frontières. À partir du moment où l'échange est intéressant, je me moque de savoir le cursus, la qualité, le truc, le machin. Ce que je vois, c'est que ça match et qu'on est à peu près sur la même ligne et que je sens pas en face de moi quelqu'un de dangereux. Ou Voilà, de déconnecter de la ou de réalité de déconnecter. ce qui Voilà, se passe dans cette exactement. société qui évolue aussi, hein, d'être à la page. Exactement, absolument. Mmh. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué de mettre autour de la table le représentant ou la représentante de chacune de ces petits groupes dont on a parlé avant et qu'ils se mettent d'accord sur un exercice commun, puis des spécialités diverses et variées, ça peut se discuter. Mais faire en sorte qu'un titre émerge avec des représentants, pas des gens de la sexo, je parle des représentants de chaque profession. Parce que quand le président ou la présidente de l'ordre des médecins, de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des kinés, des sages-femmes, va rencontrer la présidente de l'association qui représente les CCF, par exemple, ou d'autres professions antérieures, ou des trucs machin, je suis pas complètement certain qu'en 1 heure de temps, ils arrivent à se mettre d'accord, ne serait-ce que sur la nécessité du titre. J'en suis pas complètement certain. Bah, ça, je veux qu'on en débat aussi parce que toi, est-ce que tu es plutôt en faveur? Moi, je suis nuancée par rapport au titre. Mais Alors toi, le quel titre, c'est pas compliqué. Si on veut que demain, enfin moi je considère que, je vais te donner enfin, un exemple. ouais. Les coachs, le métier de coach, c'est quelque chose qui est apparu il y a quoi, 10 15 ans à peu près, grosso Mmh. modo, et c'est quelque chose qui explose complètement depuis 5 6 ans. Je dirais, enfin, c'est de mon observation de la société. Oui. Ils ont réussi à obtenir un titre de coach. Donc, et je pense que quand tu vois la diversité des pratiques chez les coachs, ils ont quand même réussi à se mettre autour d'une table et dire bon voilà, je pense qu'il faut un titre pour qu'on soit reconnu et pour que peut-être demain la l'image rattachée à notre profession soit peut-être un peu moins critiquable ou un peu plus Mmh. propre ou enfin ou un peu Mmh. plus voilà policée, enfin je ne sais pas. Ouais. Donc moi je pense que le titre c'est une étape indispensable et c'est probablement la plus simple à mettre en place et c'est probablement celle qui va prendre le plus de temps. Eh bah, oui. Voilà, et ensuite, après le titre, parce qu'en fait, un titre, ça ne sert à pas à grand-chose tout seul. Le titre va juste nous permettre d'être reconnu par l'État français. C'est-à-dire OK. qu'il va y avoir une profession que l'État français reconnaît. Donc derrière cette profession, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des professionnels, mais il y a surtout un cadre d'exercice. Qu'est-ce que c'est que ce cadre d'exercice? Par exemple, est-ce que les sexologues ont le droit de faire des touchés rectaux, tu vois, par exemple? Mmh. Question débile, hein? Ou de mettre Ouais, un doigt dans une bouche, ouais. ou Ou de de la demander nudité. Mmh. exactement la question de la nudité, ou de conseiller à des patients de se masturber. Enfin, Mmh. c'est quand même pas anodin comme question. Non. Donc certes, on n'est pas
face à des gens qui sont en péril imminent dans une situation de soins. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont en hémorragie ou qui ont un cancer en phase terminale, mais c'est des C'est gens qui sont plutôt en du luxe souffrance. de consulter. Des Exactement. gens en souffrance et c'est un luxe quand même de consulter, donc effectivement. Exactement. Mais c'est souvent des gens qui sont vraiment en souffrance et qui ont besoin de réponses. Et on sait, parce qu'il y a quand même quelques études qui sont sorties, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais on sait que grosso modo, il y a un tiers de la population française qui a un trouble sexuel. Et on sait que ce trouble sexuel peut être réglé avec une, deux ou trois consultations. Donc c'est essentiellement des cognitions. Ouais. Donc est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose de construit, d'élaboré, de propre à des gens qui sont en souffrance? Parce qu'on sait que là, il va y avoir une valeur ajoutée. C'est scientifiquement établi. Enfin, c'est Ouais. d'une logique implacable en tout cas. Ouais. Donc, a priori, c'est quelque chose vers lequel on devrait se tourner. Donc, moi, je pense que le titre, c'est indispensable. Et je pense aussi... Alors, attention, hein, je ne suis pas un grand législateur à vouloir tout cadrer, mettre des feux rouges Parce que partout. Pas du justement, tout. j'ai les Pas craintes du aussi, tout. tu vois, de sexologues, de sexothérapeutes où, bien sûr, on veut le titre parce qu'on voit bien que c'est la jungle, que n'importe qui peut se Oui, dire sexologue demain. Mais il y a aussi la crainte que si c'est réglementé, parce que des fois, on peut le voir pour d'autres professions comme les sages-femmes, les kinés, qui ont oui. un certain plafond, Mm. est-ce qu'on va pas nous dire, bah, la séance, ça sera tant et vous pouvez pas dépasser? Le fait Alors, que, tu vois, il y a ces craintes-là aussi où vous pouvez euh, que consulter en cabinet et pas en visio. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses qui... ben voilà, le cadre d'exercice. Alors, si on veut être pertinent sur un cadre d'exercice, euh, il faut faire une très grande étude d'impact sur la qualité des soins sexuels en France. C'est pas Ok. compliqué. Tu prends deux cohortes, les thérapeutes, les patients. Voilà, les patients, quel est votre avis sur ce type de thérapie? Et tu commences à faire travailler des statisticiens et des gens qui font que ça. Et on va faire émerger des choses qui seront plus pertinentes que d'autres. Parce que moi, y compris dans ma formation, chacun a arrivé avec sa recette magique. Mm, Voilà. mm. Moi, je fais bander les gens avec un médoc, moi avec l'esprit, moi avec le rêve, moi avec un bouquin, moi avec un film. Oui, d'accord. Tout doit probablement marcher. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas un peu plus indiqué dans la majorité des cas que notre? Enfin, c'est des questions qui Oui. me semblent. Enfin, Bah, moi, je serais patient. J'aimerais bien qu'il y ait ce cadre. effectivement, de savoir un petit peu plus, parce que même en tant que patient, c'est un petit peu de se dire, voilà, je veux consulter, mais vers qui? Je vois qu'il y a différentes casquettes, il y a différents aussi, il y a les sexoanalyses, sexocorporelles, et cetera. Mais, dans les études, ce qui a été montré, alors c'était pas forcément, centré sur la sexologie, mais plus dans les thérapies, que finalement, au-delà de l'approche, ce qui compte le plus et ce qui aide les plus, c'est l'alliance thérapeutique. Absolument, absolument. Donc c'est une question plutôt même humaine, en fait, Oui, de oui, oui, tout de à fait. relations humaines. Oui, oui, absolument. Mais si tu veux, moi, ce qui me dérange un peu, moi, mon fils, il a 15 ans, il fait une formation, il fait un CAP en boucherie. Si demain je veux être boucher, moi, j'ai pas le droit de le faire. Je peux pas m'installer au coin de la rue et ouvrir une boucherie. On me vendra pas de viande, mais je pourrais pas en vendre aux gens. C'est interdit, c'est comme ça. Il faut faire une formation pour faire ça. Lui, par contre, si demain, à 15 ans, il veut s'installer en bas de chez moi et ouvrir une consultation de sexothérapeute, il n'y a aucune règle qui l'interdise en France. Mmh. Je suis, imaginons que, enfin, on peut pousser la réflexion encore plus loin. Ouais. Je suis un auteur de violences sexuelles, je sors de prison, j'ai tout à fait le droit de consulter comme sexothérapeute en France. Il n'y a pas de problème. Bah, Est-ce que c'est pas ça va une pas. limite qu'il faut Ah ben poser? c'est Je sais carrément, pas. mais tu le vois dans d'autres professions. Tu le vois dans les scandales qu'il y a eu aussi pour des gynécologues qui Absolument, continuent à consulter alors absolument, qu'ils ont commis des agressions tout sexuelles. à Donc il y a fait, quand même aussi un problème, absolument, sociétal en France. Mmh. absolument. Alors là, ça va. Bon, là, on va toucher quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est vrai Ouais. que euh, le cadre d'exercice, c'est quelque chose qui. Moi, je pense que le socle commun d'exercice pour les sexos et les thérapeutes de couple, Ouais. c'est pas quelque chose qui est trop compliqué à rédiger et à poser. Ensuite, les spécificités, si les gens ont envie de se batailler pendant 30 ans pour dire on a le droit de faire ça, ça les regarde. Moi, j'ai pas trop d'énergie à dépenser là-dedans, j'y crois pas beaucoup. Toi, tu veux une Euh, base, quoi, une base voilà, une connue, base, une base réglementée. et puis surtout une protection pour les patients, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu es patient, tu vas consulter quelqu'un, et ce quelqu'un ou cette quelqu'une va te proposer une thérapie qui n'est pas adaptée. Ok, mais si cette personne te propose d'avoir des relations sexuelles avec elle, qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, tu vois, je ne sais même pas comment la justice traite ces problèmes, c'est-à-dire que Elle les traite probablement pas, hein. Tu le vois dans probablement les cas pas. de kiné, d'agression, C'est et les gens ne ça, savent pas vers qui se tourner. Et exactement. même, tu vois, l'ordre des médecins est peu connu quand il y a justement ce genre de difficulté, parce qu'il y a aussi Tout le à fait. syndrome de la blouse blanche où tu te Oui, dis, oui, oui.
es dans un état de sidération, tu dis: est-ce que c'était OK, pas OK? Est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit?» Donc il y a vraiment un flou, et donc un socle commun avec une réglementation, avec des choses claires, un cadre qui est clair pour tout le monde Ouais, finalement. après moi bon, déjà on me posera jamais la question de savoir ce que j'en pense, enfin à part toi, mais je pense que Oui. les gens qui décideront, ne me poseront pas la question. Moi, je suis Mmh. partisan des solutions faiblement coûtantes en temps, en énergie et en argent, et je pense Oui, qu'avec, très peu d'énergie, très peu de temps et très peu d'argent, on peut faire déjà de très belles choses. Le simple, c'est souvent très beau et très porteur de sens. et Donc suffisant. Mmh. ouais, et souvent suffisant. Après, encore une fois, si on veut développer, c'est pas un problème. OK. Ce Ouais. qui Un élément sur lequel je voudrais revenir aussi par rapport au cadre d'exercice, c'est que ce qu'il faut comprendre quand tu m'as dit comment se compose la profession, donc Mmh. 17% de psychologues, 17% d'infirmières, 15% de médecins dont la moitié de spécialistes, 13% de sages-femmes, et ensuite le dernier, enfin, l'autre groupe qui arrive, c'est des praticiens qui n'ont pas de formation en santé ou en social. Donc ces gens-là, bien évidemment, il ne faut pas les exclure, quoi. Enfin, moi, je ne vais pas expliquer aux gens que parce que je suis infirmier, j'ai plus le droit de travailler que d'autres. Mmh. Par contre, en revanche, je voudrais bien que ces mêmes personnes soutiennent l'idée que c'est pas parce que je suis infirmier que j'ai moins le droit d'exercer que d'autres. Parce que c'est très clairement ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est-à-dire que à partir du moment où ta profession initiale dépend d'une instance ordinale, donc médecin, kiné, sage-femme, infirmier, eh bien tu es soumis à une réglementation ordinale qui est beaucoup plus complexe que si tu sors d'une fac d'histoire, du cinéma, ou que tu fabriquais des violons avant, ou peu importe. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est quand même lourd. Et ces gens-là, ça représente 50% des thérapeutes en France. Donc c'est pas un petit groupe, c'est pas Non, un c'est la moitié. épiphénomène. Voilà, c'est la Ouais. moitié. Donc ça veut dire que ces gens-là, il faut, à mon avis, qu'ils aient au moins les mêmes capacités que les autres, les mêmes chances de pouvoir exercer. Aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. En tout cas, en libéral, c'est pas le cas. On a aussi démontré dans l'étude que la majorité des professionnels exerçaient en libéral. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ouais. Ça pose un vrai problème. Quand tu parlais tout à l'heure de remboursement des consultations, on peut très bien se poser la question de pourquoi certaines professions peuvent faire rembourser leur Consultation. thérapie Mmh. via la CPM, d'autres via des mutuelles et d'autres via rien du tout. Donc, Mmh. est-ce qu'il y a un manque d'équité? Oui, bien évidemment. Qui empathie, à mon avis? Le patient. Pourquoi c'est aussi peu et mal organisé? Bah, tout simplement parce que l'État ne reconnaît pas cet exercice, donc ils vont pas. Voilà. Alors, Mmh. partir sur un grand projet de dire que toutes les consultations devraient être remboursées à hauteur de 50 euros, bon, j'y crois pas une seule seconde. Je veux dire, les dentistes et les opticiens et les ophtalmos, qui sont deux gros lobbies en France, n'ont jamais réussi à faire rembourser correctement les soins assez onéreux qu'ils proposent, donc c'est-à-dire des lunettes et des couronnes. Donc, je vois pas comment 3000 sexologues, ou allez, imaginons qu'on soit 5000 en France, arrive à dépasser des lobbies où il y a 50 000, 100 000 ou 150 000 Mmh. professionnels en France qui sont installés depuis des dizaines d'années, qui sont connus et reconnus, et qui, elles, ont eu des difficultés pour faire rembourser leurs soins. Donc, c'est pas quelque chose auquel j'adhère et auquel je crois. Encore une fois, je pense que rêver, c'est bien, Ouais. mais Ouais. être ancré un peu dans la réalité, c'est quand même pas trop mal. Donc, c'est très bien que certaines mutuelles puissent proposer certains remboursements. Après, il faut aussi mettre ça en balance par rapport au coût de cette mutuelle. C'est-à-dire que si le prix de la mutuelle triple, bon, il faut quand même se poser la question de savoir si c'est très pertinent, parce Ah qu'à bah, la la fin, il n'y a mutuelle, rien de c'est un gratuit, prix. hein, ça n'existe Mmh. pas. C'est ça. Donc voilà, donc au niveau du cadre OK. exercice, c'est quand même un élément qui n'est pas anodin, c'est de se dire qu'il y a quand même 50% des gens qui ont participé à l'enquête qui sont freinés de façon institutionnelle. Mais je ne suis pas en train de dire que les ordres ne font pas leur boulot, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'il faut les rassurer sur l'exercice de ces professionnels de santé, et Mmh. qui, à mon avis, il faut être un petit peu plus souple sur leur capacité à exercer, parce que c'est pas des fous, c'est pas des dangereux, c'est des gens qui sont correctement formés, qui ont fait une, deux, trois, quatre, cinq formations après leur formation initiale de soignants, spécialisés en sexo ou en thérapie de couple. Donc je vois pas pourquoi ces gens ne pourraient pas, ou plus difficilement, exercer que d'autres. Ouais. Après, sur la question de la visio, des honoraires libres, bon, enfin, c'est très compliqué de comparer les tarifs d'un thérapeute qui exerce à Paris Centre et au fin fond de la Lozère. Voilà, on le sait que le prix du foncier, c'est pas le même, donc le prix de la vie n'est pas le même, et ne serait-ce que pour payer le loyer du cabinet, ça va être du simple au quintuple. Donc c'est sûr Ouais. qu'on ne peut pas espérer avoir le même tarif. Mais en même temps, les revenus des gens, en principe, ne sont pas tout à fait les mêmes non plus dans ces deux départements. Et Donc tout ben ça est justement, lié, quoi. on va venir du coup sur la deuxième thématique qui est combien on gagne en tant que sexologue parce que là, ceux qui nous écoutent vont être fort intéressés parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, tout le temps la question de comment trouver sa patientèle, sa clientèle, comment gagner sa vie, des questions sur le démarrage qui est aussi pas évident parce que comme on disait, c'est pas reconnu, donc c'est un peu hop, tu formé, t'es lâché, dans la nature et débrouille-toi sur le côté business, entrepreneurial, libéral, sur, comment aussi, hein, construire, un suivi avec des patients.
Et on reviendra sur le troisième point aussi où tu parlais de la féminisation Mmh. et on parlait aussi, des formations où je pense aussi dans le futur, la plupart seront formés, c'est-à-dire ils commenceront, leur formation avec de la sexo et pas de bagages, de psy, pas de bagages parce qu'il va y en avoir de plus en plus des jeunes et c'est ce qu'on voit à présent, mais on pourra revenir là-dessus. Donc l'argent. L'argent L'argent. parce qu'on n'en parle pas, c'est tabou en Sujet France, donc tabou en France, on n'a pas le droit de dire combien on parlons-en. gagne, voilà, il faut pas On le en parle dire. ici. Si on le dit, on risque un contrôle fiscal, donc bon, ben là, a priori, le contrôle fiscal, on est un peu immunisé parce qu'on gagne pas d'argent quand on est sexologue en France. Donc l'étude a démontré qu'il y avait 15% des sexologues qui gagnaient convenablement leur vie et 1% des sexologues qui gagnaient très convenablement leur vie. Ça, j'ai En été waouh, Voilà. scotché mais ouais. Donc globalement, alors, on peut nous dire, oui, mais vous avez interrogé que les jeunes sexos. Non, pas du tout. Il y a des gens qui exercent depuis 10 ans qui nous ont répondu, qui sont libéraux et qui ont des revenus excessivement modestes en sexo. Alors, oui, mais les gens, ils connaissent pas bien leurs revenus. Oui, bon, bah, d'accord, on avait affaire qu'à des idiots qui nous ont menti et qui sont passés à côté. Bon, le En fait plus, est que, généralement, on préfère, dire qu'on gagne beaucoup plus bah, que beaucoup évidemment, moins. c'est un biais de Donc désirabilité sociale. mmh, Donc, la plupart du temps, exactement. les gens se baladent avec des voitures qui peuvent pas se payer et des montres qui peuvent pas se payer. Donc, Mmh. c'est Ouais, assez classique en France, malheureusement. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 68% des libéraux en France qui exercent cette fonction qui gagnent moins de 15 000 euros bruts par an. brut. Voilà. Donc c'est un tiers de moins que le SMIC. Voilà. Donc ça, il faut le dire. C'est-à-dire rien. Rien. Et avec Voilà. cette casquette où ils sont que sexos ou alors du coup, ils gagnent leur vie autrement en étant psy, en étant infirmier, en étant, sage-femme et cetera? Alors ça, c'est un truc qu'on a analysé et qu'on retrouve. En effet, on gagne plus quand on est sexo et qu'on n'a que ce diplôme. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que finalement, quand on n'a Intéressant. pas de porte de sortie, bah, on est obligé de travailler On se plus, on se probablement. lance à 100. Enfin, moi, c'était mon cas, Exactement. hein. En tout C'était mon cas, cas, c'était la sexo à 100. Si je voulais développer ça, il fallait, ça fait peur, mais il fallait se mettre les 2 pieds dedans et sauter dans l'inconnu, quoi. exactement. Donc, ça, c'est vrai. Alors après, le delta, il n'est pas énorme, hein. C'est pas du simple au double, il faut pas exagérer. Mais c'est vrai que quand on a que ce diplôme, on gagne un peu plus que les autres qui peuvent éventuellement exercer comme infirmier libéral, médecin généraliste, médecin spécialiste, kiné, sage-femme, voilà, donc psychologue. Mmh. Après, c'est la première fois qu'on pose ces questions aux sexologues en France. C'est très compliqué déjà d'obtenir leur confiance et des réponses. Et c'est encore plus compliqué d'arriver à les analyser correctement. Donc je pense qu'on a fait un travail qui est à peu près propre. Après, Et on s'est super lancé. intéressant. Oui, Est-ce que je peux t'interrompre? Super intéressant parce qu'aussi, donc comme je te disais en off, donc dans les études là, ce que tu montrais, 46 des sexologues gagnent moins de 7 500 € par oui, an, donc très loin du SMIC. oui. Et donc moi, j'ai posé, je pense que c'était au même moment que j'ai vu ton étude ou je sais pas, parce que dans le groupe des sexperts, on se pose souvent la question aussi de l'argent, il y a pas de tabou et donc on en parle et donc je les ai questionnés. Et là, on était 10 sexologues, donc certains qui ont des casquettes autres, hein, comme psy, comme hypnothérapeute, comme sage-femme, comme kiné, d'autres qui ont que la sexo. Et donc je vais regarder, mes chiffres là-dedans. Attends que je les retrouve. Ah oui, donc la moyenne brute du chiffre d'affaires, donc là c'est en brut. Là je posais la question de la première année, hein. Oui. Eh bien c'était d'environ 7 100 € Mhm. la première année, donc soit 350 € net par mois, Voilà. la première année. Ce qui fait que tu rembourses à peine ton cabinet quand tu as un cabinet Exactement. et cetera. Et moi c'était mon cas dans les lancements. Après évidemment, il fallait aussi prendre en compte combien de temps ces personnes ont travaillé vraiment par rapport à la sexo, s'il y a eu des pauses pendant l'année, projet bébé, Ouais, ouais, ouais. voyage et cetera et s'il y avait d'autres casquettes. Mais en tout cas, c'était ça la première année et ensuite ça a augmenté un petit peu, au fil du temps. Mais toi, ce que tu disais dans ton étude, c'est que 23 à peu près gagnent entre 7 500 € et 15 000 € l'année, Absolument. au fil des années. Oui, tout à fait. Donc, même des gens qui, parce que c'est vrai qu'il y a une majorité de gens qui consultent depuis peu de temps, donc qui sont plutôt dans le créneau que tu viens de citer, mais le fait est qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous ont répondu et qui exercent en libéral depuis 10 ans, 15 ans. Les revenus sont pas fous, c'est pas délirant. Donc, on gagne un peu plus. Bon, il y a pas ça, il faut le préciser aussi parce que c'est important. On en parle souvent en France. Il n'y a pas de différence de revenus entre les hommes et les femmes dans ce métier. Ah, Il y a pas, on pas d'écart gagne. salarial, Non, il n'y pas en a pas. d'écart de Enfin, en tout revenus. cas, nous, on n'en a pas retrouvé. Il y a 50%, il y a 90% des médecins spécialistes qui font de la sexo en France qui gagnent moins de 15 000 euros bruts par an en sexo. Alors évidemment qu'ils vont se rattraper avec leur exercice médical spécialisé, c'est pas le souci. Exactement. Mais il faut quand même se poser la question de pourquoi quelqu'un qui a un bac plus 13 se forme à la sexo, pourquoi il exerce, puisque finalement il consulte et qu'il gagne un peu d'argent là-dessus, et pourquoi en fait il
il peut pas en vivre, ça c'est sûr, mais pourquoi il en fait pas plus? Donc c'est une question que j'aurais posée parce que j'en connais quelques-uns. Oui. Et en fait, tu t'aperçois, bon, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a le fait qu'en effet, c'est pas rentable. Il y a le fait que la sexo, c'est quelque chose qui les passionne parce qu'on peut le dire, c'est quand même quelque chose qui est assez dévorant. C'est-à-dire Oui. que quand tu commences à t'y intéresser, tu t'aperçois qu'il y a un vrai déficit d'information en France et qu'il y a vraiment quelque chose à gratter là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut améliorer les conditions de vie des gens Et c'est passionnant, hein, et ça c'est peut être aussi passionnant. des gens passionnés. En fait, on Absolument, est souvent passionné par ce métier, même si on gagne absolument. peu d'argent et Tout ça, à fait. c'est une, on va dire un caractère aussi féminin aussi Oui, de, travailler parce qu'on est passionné, quitte à peu gagner. Tu parlais de la oui, féminisation, mais ça s'explique aussi peut-être par ça. On est un peu exactement. conditionné comme ça aussi en tant que femme. Donc, ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire, pour revenir à ta question initiale, c'est oui, les gens qui ont une autre activité arrivent à en vivre plus facilement, donc probablement qu'ils freinent un peu au niveau de la sexo. Mais est-ce qu'ils freinent parce on les freine aussi pour exercer? Voilà. Enfin, tu vois, il y a Mmh. beaucoup de questions. Cette enquête, elle défriche des notions nouvelles. Donc Oui, maintenant, s'il y a des gens qui veulent prendre le relais et refaire une enquête beaucoup plus précise sur un élément précis, donc ça peut être les revenus, ou ça peut être le cas d'exercice, ou ça peut être... Nous, il y a plein de questions qu'on aurait aimé poser. Le premier questionnaire, il faisait 250 questions. Donc évidemment qu'on n'a pas pu les poser, sinon les gens, ils n'auraient jamais participé. Au bout mmh, de 10 minutes, il n'y a plus personne. Donc, mais il y a sur la question de l'utilité, enfin le pourcentage de téléconsultation, sur les revenus du conjoint ou de la conjointe. Parce que si ça se oui, trouve, il y a des gens, enfin, si ça se trouve, les sexologues vivent avec des gens très aisés. Donc, ils n'ont oui, pas besoin de travailler. Donc, pourquoi enfin, on n'en sait rien, en fait. C'est une oui. question qui n'a jamais été posée. Donc, on Ouais, n'en sait ou qui aide à strictement se rien. lancer. C'est plus Ou facile qui à aide à se se lancer lancer. et ça a été mon Exactement. cas, si on a un partenaire qui est soutenant et donc on peut se Exactement. lancer aussi à 100 là-dedans et on Exactement. peut faire que des hypothèses où tu parlais de ça aussi, c'est, en tout cas moi ce que j'entends, ceux qui ont d'autres casquettes, c'est qu'en fait, ils voilà, ils gardent, par exemple, je sais pas, sage-femme, psy et cetera, ils gardent leur consultation puis ils ouvrent un créneau dans la semaine et comme ça se remplit peu ou pas, ils ont vraiment peur de lancer plus de créneaux donc c'est un petit peu aussi le chat qui se mord la queue ou C'est le papillon qui ça. se mord la queue c'est que tant qu'on se lance pas dedans, bah, on peut pas faire évoluer le chiffre d'affaires, mais en même temps, ça Absolument. fait très peur parce que ça se trouve, on risque d'avoir zéro. Oui. Donc c'est aussi un privilège de se lancer là-dedans. Alors, je vais quand même te citer un exemple, je vais taire son nom parce que je m'entends très bien avec elle. Une infirmière libérale qui travaillait en banlieue parisienne, son chiffre d'affaires, donc je vais garder son chiffre d'affaires secret, elle a décidé de se convertir 100% en sexo, puisqu'elle a fait deux formations, une en France, une à l'étranger. Elle y croyait beaucoup. Elle a divisé ses revenus bruts par 10 la première année. Par Waouh! 10. Voilà. Donc elle était très confortable et elle est devenue très inconfortable. Donc la deuxième année, c'était par 8. Mais enfin, même au bout de 5 ans, elle n'est pas particulièrement confortable. Donc voilà, Oui on peut la et passion certes, mais enfin il y a un moment. Et alors elle, pour le coup, elle est comme moi, divorcée, donc elle n'a pas de soutien OK. financier. Parce que Donc c'est ça aussi. Quand on parlait des chiffres et c'est ce qu'on dit aussi dans le groupe des sexperts, c'est souvent on se dit: «Oui, mais en fait, est-ce qu'on vit seul? Est-ce que, on est propriétaire? c'est Est-ce que, ça, on est divorcé? Est-ce qu'on a des enfants à charge? Est-ce qu'on a un conjoint, une conjointe?» et tout ça peut faire aussi évoluer le chiffre d'affaires. Donc ça serait absolument. intéressant aussi cette dimension, parce qu'il y en a qui peuvent être très confortables avec 15 000 € à l'année parce que, bah, il y a un Parce qu'ils autre sont salaire aussi. célibataires, ils n'ont pas d'enfants, ils vivent Ou en ils ont pas Lozère. d'enfants. Exactement, Voilà. Alors j'ai exactement rien et contre ça la Lozère, hein, mais c'est juste pour dire mais je qu'on peut y vivre pour pas trop cher, quoi. voilà, bah, voilà, pareil, j'avais une personne qui disait: «Bah, moi, je suis très confortable, j'ai pas besoin de beaucoup, je suis propriétaire, donc j'ai pas à payer, à sortir de l'argent. Mes enfants sont grands, donc voilà, je suis très Oui. confortable avec le peu». Donc le chiffre Sauf que d'affaires ça, ne dans donne pas l'étude, tout. oui, dans l'étude, on commence à voir des choses parce qu'on a croisé toutes ces infos avec d'autres. OK. Bon, voilà, la majorité exerce en libéral dans des grandes villes françaises. Donc les grandes villes, c'est pas là où l'immobilier est le moins cher, hein. C'est pas vrai, hein. Non, C'est là où l'immobilier est le plus cher. Donc c'est très on va cher. même pas parler d'acheter un appart, on va parler de pouvoir payer le loyer de son local professionnel. Mmh. Donc on sait que les locaux, enfin les bails professionnels sont excessivement onéreux. Que ce Mmh. soit Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, enfin toutes ces villes sont très Ouais. très onéreuses. Et on sait que ces gens-là nous ont dit qu'ils gagnaient pas d'argent. Donc moi, je veux bien qu'ils m'expliquent comment ils font pour payer leur loyer, parce que ça devient très compliqué. Ouais. Enfin, l'équation, Oui. moi, j'ai pas réussi à la résoudre en tout cas. Ah bah, moi non plus, mais c'est pour ça que je fais aussi que de la vi alors pas que pour ça, mais aussi, souvent quand les personnes se lancent, je dis: «Mais bah, faites de la visio en fait, ça réduit Oui, largement les frais, les charges et ça fait un petit peu moins peur que de s'engager». Parce que quand j'ai commencé, moi j'avais 3 cabinets, tout mon argent, partez passait dans le cabinet. dans le cabinet. Voilà, c'est assez classique, hein. C'est l'erreur du libéral classique, hein. Oui, Mais on l'a fait tous, donc c'est bah normal. oui, mais on Alors je sait vais te pas du donner un coup comment exemple. s'en sortir. Quand tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un titre et d'un cadre d'exercice? Tu Ouais, vas enfin, sur une plateforme de réservation de rendez-vous en ligne très connue en France et oui, tu tapes rendez-vous sexologue. Tu vas avoir des pages et des pages et des pages de gens qui n'ont jamais fait la moindre, de gens qui ont fait une formation médicale ou paramédicale, pas de problème, qui n'ont jamais fait un jour de stage en sexo
ou qui n'ont jamais fait de formation en sexo, puisqu'il y a un peu le CV des gens, hein, en dessous, si tu cliques un peu, tu OK. vas retrouver le Oui, oui, CV, tu vois? Mmh. et qui consultent en sexo. Donc moi, je veux bien. Mais il y a des gens qui sont formés et qui n'exercent pas, et il y a des gens qui ne sont pas formés et qui Et proposent qui des rendez-vous exerce. en ligne. Bon, pourquoi pas. Autre élément, je n'ai absolument rien contre les psychologues. La moitié de mes amis sont psychos, je les adore, et ma sœur est psycho. J'ai Il fait y une a licence des, psycho. voilà, il y a des étudiantes en licence psycho, tu les trouveras assez facilement sur LinkedIn, qui proposent des consultations de sexo. Elles n'ont pas fini psycho, elles n'ont jamais fait sexo, elles proposent des formes. Pourquoi? Parce qu'elles ont le droit de le faire. Ton Oui, mais on voisin, il revient ouvre une toujours ça. consultation, il a le droit de le faire. Tout le Bah, monde a le c'est droit souvent ce d'être. qu'on dit. On est Et c'est 70 millions de sexologues en France. Il ouais. n'y a pas de Ah débat. bah, Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de débat. eh ouais. Voilà. Mais Donc, c'est souvent ce qu'on dit en rigolant quand on rencontre des gens, on dit sexo et moi souvent je dis: «Bah, toi demain si tu veux, tu peux être sexo» tellement oui, c'est bien ridicule sûr. le fait que c'est si simple et on le voit bien aussi avec les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, n'importe qui peut donner des conseils sexo, répondre aux DM, donner Bien des sûr. suivis personnalisés sans avoir aucune formation, sur la thérapie, sur l'accompagnement et sur la sexo. Parce que aussi pareil, c'est tu parlais de thérapie de couple, il y a encore une différence entre être formé en sexo et être formé en thérapie de couple. Absolument. Absolument. Alors, Accompagner nous, des couples oui, oui, absolument. Nous, on a interrogé les deux, c'est-à-dire le côté sexo et le côté thérapie de couple, parce qu'on s'est aperçu très rapidement que l'immense majorité des thérapeutes faisaient un peu de l'un et beaucoup de l'autre. Donc, on a dit soit on privilégie un groupe et on va en perdre beaucoup, soit on prend les deux et ce sera plus évocateur. Et après, on a fait il y avait plein de questions dans le questionnaire qui permettaient de voir qu'est-ce qu'ils faisaient le plus. Bon, on a majoritairement des sexologues. On a très peu de gens qui font que de la thérapie de couple. Mais on en a eu quand même pas mal. mmh. Donc, je pense que les résultats qu'on propose sont assez propres. En tout cas, ils ont été corrigés par des méthodologistes, par des statisticiens. On a Ouais. été accompagné par des data scientists. Donc, Bah, c'est pas le fait du prince, je quoi. non et puis pour y avoir répondu tout de suite, moi je crois que j'avais vu sur LinkedIn ou je sais plus si c'est dans le groupe, on se les partageait entre nous et on y a enfin en tout cas moi j'y ai répondu parce que j'étais fort intéressée des résultats et les résultats font sens par rapport aux échos, par rapport aux échanges entre nous tous, entre sexos, de ce qu'on voit, et qui peut ne pas être rassurant parce que, bah, comme on dit, le titre, les formations, c'est flou, c'est pour avoir un salaire, bah, de misère, au début, mais en même temps il y a cette image aussi, bah, de la sexo qui donne envie. En vrai, je vois de plus en plus aussi de personnes qui se forment parce que c'est cool, c'est hype d'être sexologue. Ça fait parler, ça fait Bien sûr. jaser, Tu dis ça et dans un les podcasts repas, les sexo, ça gens. marche bien. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est très clair. Moi, quand j'arrive dans un repas et que je dis que je suis infirmier, ça passionne pas les foules. Quand je dis que je suis sexologue, on vient me gratter l'épaule et on me pose plein de questions. C'est Ah bah là, normal. les Après, gens c'est se pas pour ça que délient. je l'ai fait, mais c'est un constat dans la Mmh. société ou n'importe où, évidemment que ça attire l'attention. Ouais. Euh, Et pour revenir sur, juste les chiffres avant qu'on passe, oui, justement sur le nouveau visage de la sexo, mais par rapport aux chiffres et par rapport à tout ça, par rap si là on a des étudiants, des jeunes sexos qui se lancent, qui entendent, ces chiffres, qui sont peut-être inquiets et cetera, est-ce que, voilà, tu aurais des conseils, à oui, donner aussi? Parce oui. qu'on peut en partager Écrivez à votre quelques-uns peut-être? directeur ou à votre directrice de formation et demandez-lui des explications. Voilà, il faut responsabiliser les gens. Et je pense qu'il y a une très grosse déresponsabilisation des gens qui proposent des formations. On a réussi à mettre en évidence qu'il y a 3 nouvelles formations sexo par an qui sortent en France. Alors, c'est pas des gros C'est trucs, énorme. hein. C'est Ouais. une formation de 2 3 jours sur une spécificité, un truc, un machin. Mais ça va s'arrêter quand, quoi? Enfin, je veux dire, c'est le cirque, hein. C'est du grand n'importe quoi. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que la formation continue en France, c'est un énorme business model. Et qu'à partir du moment où tu arrives à le faire sponsoriser par l'État, ce qui n'est pas quand même trop compliqué, eh ben, c'est jackpot. C'est jackpot. Donc, c'est Ouais. pas normal. Donc, il faut dire, enfin, moi, j'aurais tendance à dire, les gens qui me contactent via les réseaux et qui me disent, voilà, j'ai envie de me lancer, un truc machin, je dis, ben, il faut être tout à fait conscient du fait que vous allez exercer une Mmh. profession qui n'existe pas. Il n'y a pas de titre, personne ne la reconnaît en France, qui est sous-rémunérée. Alors, vous pouvez peut-être performer, créer un concept, un truc, un machin, pourquoi pas, où aucune formation n'est reconnue et où c'est bon, je vous souhaite bon courage pour choisir la bonne formation. Alors, il y en a qui vont vous évincer de suite parce que vous n'avez pas le standard, Mmh. vous n'avez pas les prérequis, et il y en a qui vont vous recruter très, 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 très vite parce qu'ils sont en train de crever la dalle. Donc, Oui. posez-vous la question de savoir, et Money is donc, money. voilà, exactement, money is money. Et donc, moi, quand je suis rentré au DU de Sexo en 2019, le directeur de la formation a dit, vous finirez tous sexologues. Il n'a pas pris un gros risque, hein. Il y a 70 millions de sexologues en France. Donc, ça n'existe pas. Voilà, c'est Mmh. du vent et c'est pas prêt d'exister. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se former, qu'il faut pas avoir des projets, que c'est une catastrophe. Je suis en train juste de rappeler la réalité qui est difficile. C'est que pour l'instant, pas de titre, pas de formation reconnue. Et moi, ce qui m'a appris beaucoup sur les formations, parce que les gens vont arriver en disant, oui, mais moi, j'ai choisi la bonne formation. Oui, tu la compares à quoi? À rien, puisque oui, mais j'ai lu les référentiels. Ah ouais, ouais, mais enfin, moi, j'ai lu le référentiel de ma formation, j'ai fait la formation.
il y a un petit décalage quand même, hein, c'est pas tout à fait la réalité. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des personnes, notamment des femmes, enfin beaucoup de femmes, qui ont fait des formations, qui ont fait une, deux, trois, quatre, cinq formations en sexo, et parfois en France, en Belgique, au Canada ou au Luxembourg, voilà par exemple. Ah Donc bah, si je tu peux te veux, dire la ça c'est différence, ouais. vachement, voilà, là il y a des différences. Alors Mmh, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il faut pas rêver non plus, il y a des défauts partout. Mais ce que oui. je veux dire, c'est que si on est pertinent, ben, on s'inspire de ce qui se fait le mieux ailleurs et Mmh. on essaye d'adapter ça à son centre de formation. Ouais. Donc il y a de bonnes formations en France, hein. Je suis pas en train de dire que tout est à mettre à la poubelle, pas Oui, du tout. Mais je dis qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas lieu d'être. Faut arrêter, non. quoi. Ouais, moi pour les conseils effectivement qu'on me donne, bah, le conseil qu'on m'avait donné, tu parlais de la formation, nous on nous avait dit, «Ça va vous prendre au moins 2 ans avant de pouvoir en vivre de la sexo». Ah Donc oui, moi j'étais partie du coup là-dessus. Mais effectivement pour mon cas ça a été ça parce que, bah, comme je te disais, j'ai voilà les 2 pieds dedans, tout mis, tout donné et cetera et puis il y avait aussi, mon partenaire si jamais je me chutais, bah, voilà eh j'avais oui, j'avais ce privilège-là. Donc c'était quand même confortable. Mais effectivement, il faut déjà se dire que ça va prendre des années, que des fois, bah, ça va être quand même sous-rémunéré, que c'est un travail sans cesse en fait, hein. oui, Même si là, on peut être confortable, demain ça peut tout peut s'arrêter. Je recommande souvent aussi quand même les formations universitaires et de continuer à se former en parallèle. Tu parlais des formations à l'étranger, effectivement, bah, j'ai eu ma licence, psycho, en France, un master en sexo en Belgique et j'ai fait le semestre au Canada. Donc j'ai pu voir, mais au Canada, c'était un autre niveau, tu vois, oui, mais de la c'est un autre formation. niveau de reconnaissance de la profession. Voilà, ils Aussi, ont un ordre, ils gagnent de l'argent, ils en vivent très honnêtement. Enfin, et puis ils sont mis ils en sont avant. reconnus. Ils sont, je sais pas combien de milliers. Enfin, pour une Ouais. population qui n'est pas si pléthorique que cela. Donc, c'est un autre univers. On est sur une Mais il autre y a de planète. l'espoir aussi de se dire: «OK», en fait de s'informer, puis aussi il y avait des fois la langue, enfin la barrière aussi, sur les études qui sont souvent aussi, en anglais, sur, ces manuels aussi, de la sexo, de l'accompagnement et donc il y en a de plus en plus aussi comme c'est, des sexologues qui sont un peu plus jeunes, de plus en plus jeunes, qui aussi comprennent l'anglais, qui sont peut-être, je l'espère, dans cette démarche de continuellement se former. En tout cas moi, ceux que j'ai autour de moi, c'est ça. Bah, du coup, c'est quand même, comme tu disais, dans les échanges, c'est de voir qu'en fait et pour n'importe quel thérapeute, tu t'arrêtes pas juste à ta formation que tu as fait il y a 5 ans. Ah Tu non. continues à te former, tu continues à écouter des podcasts, à lire, Ah à oui. aller dans les congrès, à aller dans les études, à aller creuser, à te remettre en question, faire toi-même Mm, une thérapie de tout à couple fait. ou de la sexothérapie ou de la thérapie. Là, c'est ça pour moi Oui, les meilleurs absolument. indicateurs Ben, plus qu'une formation, précise, quoi. ça fait partie des obligations, par exemple, au Québec. Ils sont obligés de faire une formation continue, ils Oui, sont obligés de faire, pas bien une sûr, thérapie, mais Capésio. d'être Mmh. supervisés. Ouais. C'est pas une obligation en France. Bon, moi, je serai patient. J'aurai le culot de poser la question au thérapeute en lui disant, mais est-ce que vous êtes supervisé? Parce qu'on sait que quand on traite du psychique, on peut pas tout dire et tout faire, enfin, ou qu'on peut être aussi par moments en difficulté et qu'il faut savoir aller vers quelqu'un qui peut de nouveau vous driver pour pouvoir mieux conseiller votre patient. Donc je pense Ouais. que c'est essentiel. Ça, c'est un point fort de l'étude. C'est que les sexologues, majoritairement, font plusieurs formations. Donc on a affaire à des gens qui sont très motivés. Ils se forment très régulièrement en ligne en lisant de la publication scientifique, des magazines spécialisés, enfin des magazines spécialisés, je m'entends, des revues spécialisées. Ils participent à des congrès massivement. Enfin voilà, on a affaire à des gens qui sont sérieux et impliqués. Donc ça peut rassurer les patients. C'est-à-dire que la formation continue en sexo, elle existe, c'est une Mmh. réalité. Oui. Après, par contre, ce qui n'existe pas, c'est la reconnaissance de ça, quoi. Pas de Ouais. titre, pas de formation reconnue et pas d'argent. Donc ça commence à Ouais. faire beaucoup. Mmh et donc ce qui peut aussi, rassurer et je vois de plus en plus aussi, hein, dans les personnes qui consultent, c'est des personnes qui, vont aussi avec l'air du temps. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste regarder un annuaire et un prénom, Camille Bataillon, il y a rien sur elle, je consulte pas. Par contre, ils vont regarder justement, ils vont aller creuser, ils sont vraiment en recherche du coup de qui est cette thérapeute ou ce thérapeute derrière? Quelles sont les formations? Quels sont peut-être les témoignages? Quelle est sa manière de travailler? Quelles sont les indications? Est-ce que j'ai du feeling ou pas selon ce que j'entends, ce que je lis, et cetera. Donc en tant que sexo ou futur sexo, une des recommandations, c'est aussi d'être visible ou de pouvoir partager, son travail ou sa manière de penser parce qu'on sait aussi que les gens vont nous le chercher, en fait. Oui, alors après, là aussi, il y a une limitation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dépends d'une formation qui est contrôlée par un ordre, la publicité, entre guillemets, ou Oui. que tu peux faire de ton activité, euh, le cadre n'est pas du tout le même.
Alors on en voit plein maintenant sur Instagram qui sont chirurgiens, qui sont dentistes, Bah qui sont oui, des infirmières, qui te médecins, on montrent plein voit. de trucs. Mais moi, je suis désolé, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Alors à moins que les choses aient drastiquement changé, on n'avait pas trop le droit de parler de sa profession. C'était quelque Oui. chose d'assez tabou et d'assez secret. Et c'était contrôlé par l'ordre. Donc que fait l'ordre actuellement? Je sais pas, peut-être qu'il regarde par Instagram, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup Ils sont de dépassés, professions. ouais. Ouais. Bah, Oui, je en pense que fait oui. oui et c'était, justement mes premières questions, tu vois? Quand justement Instagram, j'y vais pas, mais en fait, on m'a toujours appris qu'il faut pas se montrer, qu'il faut pas faire de pub, alors que c'est des formations sexo, hein, tu vois? Je suis même Oui, hors cadre et donc j'avais vraiment hésité, puis après je l'ai fait et pour justement visibiliser ce métier qui est inconnu, qui est, un peu noir, ce tableau et cetera et puis il y en a plein d'autres qui se lancent quand tu vois, bah, les psychos, les trucs donc en fait, je pense que maintenant, en fait, tout le monde se lance, que ça y cette règle n'est même plus respectée alors que tu vois, il y a quand même un cadre et tu vois, une oui. réglementation de certains titres. Mais tout le monde peut faire la promotion maintenant de son métier, même dans le milieu médical où tu parlais des chirurgiens, de l'esthétique, des trucs où avant ça semblait un conflit d'intérêts un peu. Oui. Enfin, et aujourd'hui, bah voilà, ça a dépassé ce cadre-là. Mais ce serait bien que la euh, alors, j'ai rien contre les ordres, encore une fois, j'espère qu'ils vont pas écouter, parce que sinon je vais me faire matraquer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont Ils sont passer par importants eux. d'exister, mais Exactement. Je pense que c'est important qu'ils existent et qu'ils contrôlent certaines choses, mais ils bénéficient de ce que l'on appelle un droit discrétionnaire. C'est-à-dire que quand la loi n'a pas été écrite, c'est eux qui vont dire comment les choses doivent se faire. C'est un pouvoir énorme qu'on avec une délègue à des charte. gens de sa propre formation et de son propre métier. Donc c'est bien que ça existe, mais il y a des moments, quand on a peur d'un sujet et qu'on ne le connaît pas, eh bien, on va avoir tendance à être un peu restrictif. Je pense que c'est clairement ce qui se passe avec les ordres sur l'exercice de la section en France, et je pense que l'avenir n'est pas vraiment à ça. Je pense qu'il faut Oui. ouvrir un peu et le faire de façon intelligente. Il faut qu'ils viennent dans les congrès, il faut qu'ils voient la rigueur scientifique qui est appliquée, il faut qu'ils rencontrent des professionnels et que les professionnels leur expliquent leurs difficultés, mais aussi leur cadre d'exercice. Moi, quand j'arrive dans un congrès, c'est le bureau des pleurs. Les gens viennent me voir par dizaines pour m'expliquer les difficultés qu'ils ont. J'ai reçu, je sais pas combien de mails de la part de gens qui sont installés, qui gagnent pas d'argent, qui savent pas comment ouvrir une consultation. La consultation est fermée 6 mois après qu'elle soit ouverte à l'hôpital parce que on n'arrive pas à le facturer parce que normal, il n'y a pas de lettre clé, donc on va pas faire de l'honoraire libre à l'hôpital. Mmh. Enfin, on en fait un peu, mais c'est très compliqué. Donc il y a de vrais problèmes avec de vraies questions, et ce serait bien qu'on se mette sérieusement au travail. Oui et puis aussi dans les ordres et ça on l'a vu, c'est un peu aussi le conflit qu'il y a entre maintenant les nouvelles générations qui arrivent aussi, c'est ceux des ordres sont souvent des hommes ou quand même des personnes un peu plus âgées qui des fois sont pas à la page avec ce qui est en train de se passer dans le mouvement. Là, il y a des choses qui bougent énormément dans la sexo, dans les relations de couple, bah, là depuis Covid et donc on sent vraiment un décalage entre, bah, les jeunes sexos et des fois les l'ordre et moi pour avoir discuté aussi avec certains ordres en Belgique, il y a quand même des fois des questions sur comment on pourrait s'adapter, comment on peut être un peu plus flexible ou comment effectivement on voit qu'il y a des choses qui bougent mais on ne sait pas s'adapter et en même temps la peur ou la rigidité du cadre qui fait que ça bouge peu et en fait il y a vraiment enfin moi quand j'avais fait ma formation je me disais mais là dans les prochaines générations ça passera plus il faut qu'il y ait des choses qui bougent sinon ça va enfin il va falloir les gens vont aller autre part tu vois pour se La former peur, elle naît essentiellement de l'inconnu. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, classique. ben, on serre les fesses, on a peur. Donc, encore une fois, moi je pense qu'il faut vraiment montrer à ces gens-là, parce que ce sont des décideurs et des décideuses, ce que l'on fait et leur montrer. Il y a une étude qui est sortie il y a 5 ans maintenant, un super mémoire que je cite souvent, sur pourquoi on se forme à la sexualité, enfin pourquoi on se forme au métier de sexologue. Ah, Voilà, sur leur sexualité, et donc ça rassure beaucoup, parce qu'en fait, il n'y a pas de pervers chez les sexologues. Enfin, il doit y en avoir, hein, comme partout. Mais je veux il y en a de dire, partout dans toutes les voilà. professions de toute Mais façon. ils ne sont pas spécifiquement là. Donc, c'est pas des dangers publics. C'est des gens qui sont sérieux, qui ont un univers érotique peut-être un peu plus développé que la population générale, mais c'est pas des fous. Donc, il faut comprendre leur cursus, leurs outils de travail, ce qu'ils amènent aux patients. Et aujourd'hui, il y a de très très beaux ambassadeurs ou de belles ambassadrices sur le web aussi, qui montrent depuis plusieurs années ce qu'elles font au quotidien en sexo, et je pense que ça devrait pouvoir rassurer des gens qui ont autorité ou une potentielle autorité sur ce que ça pourrait devenir demain. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, mais pour Tout à l'instant, fait. ça Mmh. n'est pas, à ma connaissance, ça n'est pas fait. Ouais. Or, ça fait 1 heure qu'on parle. Est-ce que j'ai encore un point? Est-ce que tu as un petit peu de temps encore ou tu dois, terminer? Il n'y a pas de problème, je suis disponible. OK, qu'on dépasse, un petit peu. OK. Hem,
Du coup, on va passer, à la troisième thématique qui est quand même ce nouveau visage de la sexologie et peut-être qu'on pourra aussi revenir, sur certains points qui peuvent être aussi polémiques de ton étude que tu as peut-être pas pu aborder aussi, dans les voilà, dans les articles, dans les résultats et cetera. Mais déjà, le nouveau visage de la sexologie. Donc tu parlais que c'est une profession qui se féminise, Oui, qui rajeunit, oui. plus de 80 de femmes. On sait aussi que dans notre société, en tant que femme, des fois, on est plus précaire au niveau, Mmh. de notre profession, qu'on peut des fois, voilà, c'est un métier aussi quand même de passionné, on le disait. On passe d'une sexologie qui était médicale, hein, avec, beaucoup de médecins, même de psychologues aussi, à aujourd'hui, comme on le disait, des univers, différents. Pour toi, par rapport à ça, déjà comment tu vois ces changements? Comment peut-être tu les expliques aussi? Dans tes hypothèses, hein, parce qu'évidemment, faudrait creuser, faudrait faire d'autres études, ça on l'a compris, mais déjà tes hypothèses de pourquoi ça se féminise et puis Alors j'en je aurais les aussi. explique, déjà parce que je pense que la sexualité féminine, elle a été, mise sous cloche pendant très longtemps. Mmh. Donc, elle émerge depuis une dizaine d'années. Enfin, moi, c'est ce que je trace. Donc, je pense que c'est pas anodin s'il y a de plus en plus de thérapeutes de sexe féminin, parce qu'il y avait probablement quelque chose à amener qui n'était pas amené, peut-être, hein, par des thérapeutes de sexe masculin, je sais pas. Le rajeunissement, je pense que c'est lié à l'accélération du processus, c'est-à-dire qu'il y a un changement de génération. Euh, la diversité des pratiques, je pense que c'est lié tout simplement au fait que les portes sont grandes ouvertes. Donc en fait, tout le monde peut venir, ou quasiment. Donc les gens viennent parce qu'ils sont intéressés et motivés. Donc c'est normal que ça s'ouvre. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de protection, les gens qui auraient pu, à un moment, ou qui ont eu envie de protéger cette profession, justement sur l'aspect très médical des choses, se sont retrouvés un peu démunis en disant ah ben en fait on peut pas protéger, bon ben on verra bien comment ça se passe, et puis maintenant ben ils voient ça s'ouvre beaucoup, donc encore une fois avec plein de choses hyper positives et Mmh. quelques trucs un peu critiquables. Après il y a encore des plafonds de verre, hein, faut pas se leurrer, hein. Ah Ça a oui. été dit par Giami. Les publications en sexo sont encore faites beaucoup par des hommes vieux de formation Oui. médicale. Les interventions dans les congrès, c'est encore beaucoup, 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 beaucoup de médecins. Et j'ai rien contre les médecins, hein. J'en ai plein dans mon entourage. J'ai plein de potes sexologues médecins que j'adore, que j'estime énormément, qui ont des parcours brillants, que je consulte très régulièrement parce que j'ai des questions auxquelles moi je n'ai pas les réponses. Et eux, ils peuvent me renseigner. Mais voilà, c'est des gens qui ont un temps de parole faramineux dans les congrès. Il y a des gens qu'on n'entend jamais. Quand je vais au JF3S, enfin, ou quand j'allais au JF3S, j'entendais des gens qui Donc c'est un s'expriment. grand congrès, C'est un très grand sexo, congrès, ouais. c'est le plus grand congrès en langue française en Europe, Mmh. et qui se passe en France. J'entendais des gens qui n'étaient pas issus de formation universitaire s'excuser de venir parler à la tribune parce qu'ils n'avaient pas la formation universitaire. Enfin, il y a un comité scientifique. Si on les autorise à parler, c'est que ce qu'ils ont à dire est intéressant. Point. Ouais, mais il y On a le n'a pas à syndrome s'excuser du d'imposteur. cursus. Mmh Non, mais enfin, mh. Mmh. on nage en plein délire. C'est la folie. Donc il y a un conflit de. Enfin, il y a Bah, le syndrome de la blouse blanche, ouais, il le y a syndrome ça. d'imposteur surtout, Le syndrome d'imposteur, exactement. en tant C'est que ça. femme, hein, comme tu dis, ça a longtemps été la parole à des hommes C'est plus ça. âgés, donc quand on est une jeune femme qui arrive et qui parle, ça peut être Ouais, ouais, impressionnant. On peut se dire: «Mais où est ma place? Qu'est-ce c'est que je vais ça. raconter d'intéressant?» parce que aussi on est conditionné, comme ça dans cette Exactement. société. Donc il Ouais, faut être conscient aussi, parce que moi j'ai participé à quelques congrès médicaux, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a 20 ans, tu allais dans ouais. un congrès médical, il y avait que des médecins, que des labos, Mmh. et pour que quelqu'un d'autre parle, bon courage. Aujourd'hui, moi on m'a invité en tant qu'infirmier libéral sexologue à parler d'un travail de recherche que j'ai fait dans des congrès d'uro et de gynéco. On m'a invité, hein, c'est pas Mmh. moi qui ai Ouais. postulé, on m'a dit Mmh. voilà, votre travail il est intéressant, venez nous le présenter. Enfin, c'est très 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 nouveau. Donc il y a vraiment, ça aussi c'est un point, alors je suis désolé, je diverge un peu, mais un point très très positif de l'étude, c'est le Oui. fait que le corporatisme s'efface quand même beaucoup, et que la notion de transdiscipline est quand même très 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 présente au sein de la profession. Attention. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, je ne suis pas complètement sûr que ce soit le cas, mais dans la profession, les médecins ne sont pas particulièrement hostiles à ce que d'autres personnes formées ailleurs ne puissent pas exercer. Tu vois. Ils sont pas hostiles à ça. Oui. Les psychologues non plus, enfin bon voilà.
Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a pu faire quelques critiques, évidemment par rapport aux médecins et cetera, ou, le fait que ce soit plus médicalisé, plus des personnes âgées, et en même temps, comme tu le disais, dans les congrès, bah, pareil, j'ai été invitée dans des congrès de gynéco. J'ai été impressionnée, je me Mmh. disais: «Mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire?» Et non, il y a de l'intérêt, congrès auprès des médecins, des sages-femmes et cetera. Donc comme tu disais, là, il y a une ouverture qui est en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de bouger, et c'est ceux qui ne bougeront pas qui vont disparaître et être les dinosaures aussi. Donc c'est important, comme on disait, d'être à la page, de sentir ce qui se passe. Et par rapport aux hypothèses, pour compléter sur la féminisation, moi je pense que il y a une détabouisation, de la sexualité. En tant que femme, c'est déjà moins honteux Oui. de parler de sexualité, de parce qu'avant on aurait pu dire: «Bah, c'est une dévergondée, c'est une nymphomane», Mmh mh. tous ces stéréotypes. Aujourd'hui, c'est un peu mieux vu, même s'il y a encore, et on en parlait, aussi dans le podcast, hein, en tant que femme, quand on exerce en tant que sexo, il y en a qui utilisent quand même beaucoup de stratégies pour se protéger en consultation, parce qu'elles peuvent avoir peur quand elles exercent. Oui. Que ce soit en cabinet, que ce soit en visio, souvent, il y en a qui reçoivent, des messages, qui en visio, il y a des hommes qui peuvent se masturber, qui en Mmh. cabinet, elles ont peur de consulter avec des hommes en soirée, sur le dernier créneau. Enfin, voilà, je vous inviterai à écouter, l'épisode, «J'ai peur quand j'exerce», parce que voilà, c'est vraiment intéressant. Mais pour revenir sur ça, sur aussi, moi j'ai lancé mon compte Instagram du coup pendant Covid, donc en 2020, et j'ai vu vraiment au fil des années, bah, beaucoup plus de comptes sexos s'ouvrir, en Oui. sachant que sur Instagram, il y a beaucoup de femmes, et donc Oui. ces femmes aussi sont dans cette bulle de la sexo, ce qui a pu aussi les aider à se former et à devenir, sexo. Et d'ailleurs, j'en vois beaucoup quand on me demande justement comment je peux me former et cetera, c'est via Instagram. Oui. Hein, j'ai vu ça, j'ai envie de me former, il s'est passé ça dans ma vie, enfin voilà, quelles sont les formations, et cetera. Et puis en tant que femme, on est aussi dans le care, le prendre soin, donc tout ce qui est thérapie, ça touche aussi beaucoup ces femmes, bah, les femmes de manière générale. Oui, je pense qu'elles avaient beaucoup de choses à dire aussi. Je pense qu'on a beaucoup parlé à leur place sur leur sexualité pendant très longtemps. Je pense qu'elles avaient beaucoup de choses à dire sur leur propre sexualité. Et donc ça passe aussi par les comptes. Et donc évidemment qu'il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi j'essaierai pas d'aider mon prochain sur ce thème très précis. Donc oui, il y a probablement quelque chose qui s'est joué comme ça. Ouais, et là, mais ça fera un autre sujet, mais c'est important aussi de voir que on est passé aussi, enfin, une approche thérapeutique de la Oui. pathologisation, et donc de soigner, de réparer, Mmh. à là, c'est en train d'évoluer aussi. En tout cas, moi, dans ma démarche, c'est, finalement de re-questionner sous quel prisme, Mmh. nos formations de sexo aussi nous apprennent à accompagner, à traiter, que là, c'est un peu en train de changer, ou en tout cas, il y a une demande de changement. Mais ça sera peut-être, l'objet d'un autre épisode. Mais pour terminer, parce que tu m'as parlé aussi, offline, de quelques points qui te semblent importants d'aborder, qui n'ont tu n'as pas eu l'espace de Ah oui. parole, de dire ces choses-là parce qu'elles sont un peu polémiques. Ici, on peut en parler parce qu'on est dans des débats, des réflexions, donc voilà. Est-ce qu'il y a des points qui te semblent importants aussi de dire pour terminer un peu cet épisode? Oh, il y en a beaucoup, mais après, je sais pas ce qui pourrait intéresser ton auditoire, j'en sais rien. Il faut comprendre qu'une étude comme ça, la dernière étude de JAMI, elle a coûté, bon, il y avait 140 répondants, nous on en a à peu près 1 300, même si on en a retenu que 1 050, elle a coûté 50 000 euros. Donc je vous laisse imaginer ce qu'a pu coûter notre étude. C'est réalisé sur fonds propres, donc bien évidemment ça va pas coûter ça, mais enfin c'est juste pour dire que c'est un temps de travail qui est absolument colossal. Qu'on a été un peu accompagné par des instances françaises, pas toutes, quand on a sorti l'étude, je trouve que les résultats, ils ont été un peu passés sous silence. On a eu 10 minutes de temps de parole l'année dernière pour présenter la plus grande étude, tu disais en France. En fait, c'est pas qu'en France, c'est même en Europe. Et à ma connaissance, il n'y a aucune cohorte aussi importante sur les sexologues qui a été publiée dans le monde. Donc, Waouh! c'est quand même pas anodin. Je trouve qu'on arrive avec certes des sujets, avec des questions qui sont polémiques, mais je suis désolé, il faudra les traiter. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Mmh. C'est pour l'avenir de cette profession, c'est pour l'avenir des patients dont on parle pas beaucoup, je trouve. Enfin, moi, je suis assez étonné de ça. Je trouve qu'on n'a pas été particulièrement accompagné par rapport à la diffusion des résultats. Non, la visibilité, tu La vois? Même moi, visibilité, enfin, voilà, je trouve que, bah, j'en ai a pas pas vraiment émergé. entendu, si ce n'est si je te suivais, donc je Oui. voyais les résultats, mais j'ai pas vraiment entendu plus que ça. À ton avis, pourquoi? Parce que tu disais que, bah, il y a des instances qui vous ont suivi, qui vous ont accompagné, puis au moment des résultats, plus Bah, personne. il y a des instances qui ont récupéré notre travail pour le refonder à leur sauce et essayer de gratter quelques adhérents de plus. Enfin, on voit de tout. Un sujet tabou, moi, que je peux aborder sans crainte parce que je me sens pas particulièrement menacé. Il y a des guerres de clochers assez importantes entre instances en France. Je pense que ça ne fait pas, ça n'aide pas les sexologues à travailler aujourd'hui et demain. C'est pas un truc auquel je crois.
Je pense qu'il est temps de se mettre autour de la table, de travailler sérieusement, d'écouter à la fois des gens qui ont de l'expérience, mais pas que, parce que moi, à 48 ans, je me sens déjà un peu vieux, donc je pense qu'il faut écouter les gens beaucoup plus jeunes. Et c'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on sait tout aussi, hein. Je pense qu'il faut se détendre, Non. parce que j'entends des Mmh. choses des fois qui sont un peu compliquées. Il faut savoir se Heu, remettre en question, peu exactement, importe se l'âge, mettre en en fait. question, Mmh. exactement. Je pense que tout ce qui n'a pas été enquêté, bah, il n'y a pas de réponse à amener, donc ça veut dire qu'on a le droit de se poser la question, mais c'est pas parce qu'on a un élément de réponse que c'est forcément vrai. Nous, on est intimement convaincus que ce travail, il faut le reprendre et le préciser sur certains aspects, avec des gens qui ont une force financière bien plus élevée que la nôtre, hein. Je pense à certaines instances qui ont des budgets, moi j'en ai pas. Donc ils peuvent reprendre certains éléments très précis, notamment sur le cadre d'exercice, notamment sur une très grande étude d'impact en France sur la qualité des soins sexos. C'est inévitable, il faut arrêter. On ne va pas aller voir l'État en leur demandant des remboursements tant qu'on ne sait pas comment on bosse, quoi. Enfin, il faut être à peu près cohérent. Qu'est-ce que c'est Il que faut cette être histoire? transparent. Il faut être Ouais. transparent. Et puis, c'est pas pour avoir une harmonisation, mais c'est peut-être pour gommer les quelques trucs qui sont un peu, enfin, qui sont suspects, criticables, Qui ternissent étonnants, l'image, qui finalement, ternissent de la l'image, sexo. exactement, voilà. Et Ouais. après, des sujets polémiques, enfin, des sujets un peu polémiques sur le recrutement de la cohorte, il y a des choses qui étaient assez étonnantes. Bon, il faudrait peut-être beaucoup plus de temps pour le développer, mais voilà. Tu me disais, voilà, sur le recrutement de la cohorte, des personnes qui peuvent se dire, sexologues, qui sont référencées en tant que sexologues, mais qui n'ont pas forcément répondu à l'étude alors Oh, ça que va au-delà de ça. C'est un ah! questionnaire auto-administré, donc ça veut dire on va pas forcer les gens à y participer. Ça, on l'entend tout à fait. Donc les gens Oui. participent s'ils ont envie d'y participer. Et on est déjà très agréablement surpris du volume de la cohorte qu'on a réussi à recueillir. C'est avec le très peu de Ah oui. moyens qu'on avait, je trouve que les gens nous ont porté beaucoup d'intérêt. Donc c'est déjà une Moi, très je trouve bonne quand tu es chose. sexo et que tu es actif, parce qu'il y a aussi peut-être des sexos qui sont inactifs, mais quand Oui. tu es sexo actif, tu as envie de savoir ce qui se passe dans ton métier. Donc, enfin, moi, je trouve ça normal de répondre à ce genre de questions et de suivre les résultats. Alors, il y a beaucoup de gens que je connais qui m'ont dit ah oui c'est super, dont je sais qu'ils n'ont pas participé, qui sont très curieux de voir les résultats. Donc il y a de tout Parce si que tu veux. quoi? C'est quoi? C'est le tabou de l'argent, justement, peut-être, hein, de Je se dire: «En pense, fait, je mais gagne pas suffisamment et la j'ai pas question envie d'y sur répondre». l'argent, elle n'était pas obligatoire. Dans notre questionnaire, il y OK. avait des questions obligatoires, enfin, il y avait des réponses obligatoires et des réponses non obligatoires. Donc, si les gens ne voulaient pas, enfin, s'ils voulaient rester très discrets sur leurs revenus, bah, il n'y a aucun souci, ils avaient tout à fait le droit de le faire. OK. Mais je pense que si on espère demain, parce que je sais aussi que dans cette cohorte, il y avait beaucoup de gens qui espèrent des changements et une amélioration pour la profession, donc notamment une reconnaissance, donc ça passera par le titre et un cadre d'exercice, bah, il y a un moment, il faut se mouiller un peu. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup Mmh. interpellé, donc je vais le dire parce que je crois qu'on arrive sur la fin, c'est l'attentisme des sexologues. C'est une catastrophe. Enfin, moi, je suis sidéré par mon propre On corpus est figé, ben, on bouge pas. il se passe rien. La siesta. L'électroencéphalogramme de la grenouille. C'est plat. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, enfin, je dis un congrès parce que c'est là où les gens m'identifient le plus, ou même sur le web parce qu'ils m'envoient beaucoup de mails, c'est le bureau des pleurs. Et oui, ça va pas et ceci et cela. J'ai dit, ben, très bien, donc je vais essayer de répondre à tes questions. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais moi, eh ben ouais, mais ça passera par toi en fait, hein. Parce que c'est la phrase célèbre d'Einstein, tu sais, c'est si tu as un problème et que tu attends des politiques